bienvenue à la table de la quotidienne 35e du nom, en partenariat avec Avis et la PST. Aujourd'hui, autour de la table, nous décortiquons le phénomène groupe, qu'il soit GIR, qu'il soit groupe CE, ad hoc, incentive ou tout autre. On va avoir le temps de décortiquer tout ça. Pour ce faire, j'ai réuni 4 éminents professionnels et je vais commencer par Bruno Bérébi. Bonjour. Bonjour Muriel. Comment tu vas? Très bien, et toi? Alors, bien. Jusqu'à présent, ça va bien. Bruno, tu es donc PDG du groupe Premium Travel, tout particulièrement pour les marques françaises des circuits et Time Tour, qui sont dédiées au groupe. Mais je souligne aussi que tu as des marques à la carte avec East West Travel. Ensuite, Nicolas Dièvre. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Tu es PDG de la holding TGE et plus particulièrement connu pour tes marques Géovision et Évasion et Découverte. Je souligne également que tu possèdes 6 agences de voyage en Picardie. Exactement. Didier Rabot. Bonjour Muriel, merci. Welcome back. Didier, tu es donc cofondateur et dirigeant associé des marques Partir et Visiteurs. Tout à fait. Et last but not the least, James Usan. Bonjour James, merci de ta présence. Tu es président de Travel Team, de AppFam et de Éthique Voyage. Tout à fait. C'est ça? Je l'ai bien descendu cette fois-ci, c'est bon. Alors, merci à tous d'être venus là. Je pense que ça va être un débat très intéressant autour des groupes. Et je me posais une question peut-être un tout petit peu idiote, mais à l'heure de l'individualisation, de l'hyper-individualisme et de la notion de voyage expérimentiel, immersion, etc., comment explique-t-on le succès continu des circuits accompagnés et autres voyages en groupe? Qui veut s'y coller, Nicolas? Je veux bien, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une image des groupes qui est assez négative finalement, parce qu'on se dit qu'un groupe, c'est quelque chose avec des vieilles personnes réunies dans un autocar, alors que c'est pas que ça. Ça fait partie du business, ça fait partie de notre business, mais c'est pas que ça. Ça réunit des personnes qui ont un but commun de partir ensemble en vacances, et c'est ça l'essentiel d'un groupe. Il y a des synergies qui se mettent aussi à l'intérieur d'un groupe. Et puis après, il y a des évolutions aussi qui se font dans notre business. Il y a des groupes qui décident de partir aussi avec des objectifs dans leur tête de biodiversité, de rencontres culturelles, de rencontres avec les locaux. Et ça, c'est important pour nous de les aider à ça. Quand on voyage, finalement, on a besoin de quelque chose de différent de son quotidien. Donc ça, je pense que ça fait partie de notre rôle d'organisateur, de leur faire découvrir d'autres choses. Après, évidemment, la culture, c'est essentiel. Ceux qui voyagent en groupe sont souvent des associations, mais c'est également des comités d'entreprise, c'est beaucoup d'environnement. Moi, je pense que le côté ringard qu'on nous attribue très souvent, peut-être pas, ou peut-être à juste titre il y a très longtemps, mais a beaucoup évolué. Et ça, je pense qu'il faudra qu'on change. Partager Moi, c'est le terme, pendant très longtemps, je pense qu'on l'a tous connu, le terme péjoratif de la profession, des groupistes. Oui. Mais les groupistes, jusqu'à présent, sont ceux qui ont peut-être le mieux réussi dans la profession. On a l'avantage de toucher tout le corps de métier. On a un accès direct à l'aérien, accès direct aux réceptifs, voire intégrer des réceptifs, et l'accès direct aux clients. Et quelle que soit la typologie du client. Et là où on est un peu différent peut-être dans la profession, c'est qu'on n'est pas dans l'attentisme. C'est-à-dire qu'on a tous une démarche commerciale au quotidien d'aller chercher le client. Ce qu'on ne trouve plus en agence où on attend que le client entre. Et c'est vrai que le terme groupiste, pendant des années, on l'a porté comme une croix. C'était honteux d'être groupiste dans la profession. Je pense que là-dessus, on l'a tous vécu. T'es groupiste. Alors que la jeunesse du groupe, en définitive, c'est le tourisme social. Donc il faut le ramener quand même à ses racines. Le groupe existait parce qu'il y avait des gens dans l'entreprise qui étaient subventionnés en partie par le CE et qui avaient l'occasion, qui n'était pas toujours possible avec leurs deniers personnels, qui avaient l'occasion d'aller visiter des pays subventionnés en partie par le comité d'entreprise. Donc ça leur permettait dans le cadre de la 5e semaine de congés payés, généralement, de découvrir un pays. Bon, c'est là-dessus que nous, on est venu parler, je dirais, un petit peu produit, nous les groupistes.
Le fait qu'il y ait une subvention nous permettait souvent de vendre une belle qualité de voyage, parce qu'il y a une subvention, et que donc on n'est pas sur l'appel marketing des tarifs, on est vraiment sur la qualité, sur le produit. On peut dire aujourd'hui qu'un groupiste, en partie, ça fait en partie de la même famille que les gens qui font le à la carte. C'est-à-dire que vraiment, quand on a un interlocuteur, un prescripteur au sein d'un comité d'entreprise ou d'une association, on a en face de soi quelqu'un qui connaît presque aussi bien le voyage que nous et qui est un excellent interlocuteur et qui a le pouvoir, la capacité de valider tel ou tel choix. Donc la plupart du temps, les groupistes ont vraiment, sans être péjoratif, la main dans le produit, quoi. On est vraiment très amoureux du produit, très impliqué dans le produit chez les groupistes. D'accord. Je vais même rajouter, Didier, je pense que tu as fait un premier lien avec le à la carte, parce que pour moi, effectivement, que tu fasses du groupe, et le groupe est à la carte, il ne faut pas le dévaloriser, mais je crois aussi, c'est le trait d'union aussi avec les Théo, puisqu'il y a le GIR. Et on en a parlé juste un petit peu avant, on a parlé du GIR. Le GIR, c'est un groupe, mais avec des inscriptions individuelles. Donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas regarder le groupe comme étant le petit chat noir, le vilain petit chat noir, mais plutôt effectivement la jonction entre l'activité Théo et l'activité à la carte. Parce que je crois que les personnes qui sont là, et on se connaît, et on se respecte énormément, il y a une activité qui est basée sur la connaissance client. C'est la première des choses, parce que pour pouvoir vendre en groupe quelque chose qui est dû à la carte, il faut bien connaître ses clients. Mais il y a aussi la connaissance du terrain, ce qui s'approche énormément à la qualité d'une prestation à la carte. Parce que si on correspond pas, on présente un produit qui ne correspond pas à l'attente du client, alors on a complètement tout perdu. Donc je pense qu'on est un vrai trait d'union. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être le mettre en valeur, parce qu'effectivement, financièrement, c'est quand même un avantage. Connaissance terrain, c'est aussi un avantage. Et connaissance client, c'est un avantage. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il faut la mettre au placard. Au contraire, il faudrait peut-être la pousser plus en avant pour pouvoir justement améliorer les GIR de manière générale, par la connaissance du terrain. Améliorer aussi les certaines thématiques de certains produits pour pouvoir servir mieux nos clients et comme ça arriver de manière plus adaptée sur un marché et non pas être le reclus de la profession ou parce qu'effectivement quand il y en a un d'entre nous qui a un problème financier, mais je crois qu'effectivement quand les gros tombent, je crois que ça fait plus de carnage, tout simplement. Et donc, Didier, tu as parlé des comités d'entreprise. Est-ce que les comités d'entreprise continuent à constituer la masse grasse de votre business? C'est Le plus important ? Ouais. Encore aujourd'hui, oui. Alors évidemment, D'accord. c'est plus l'école bleue comme j'ai connu au début de la profession, où on avait vraiment une structure industrielle avec beaucoup d'employés ou d'ouvriers avec des salaires assez faibles et qui avaient accès au voyage à travers donc, cette subvention. Aujourd'hui, on est surtout sur le tertiaire. Donc nos clients sont plutôt tous un peu basés sur la défense et dans les zones, je dirais, financières des centres-villes, à côté des centres-villes. Il y a un marché énorme pour l'association à but culturel, effectivement, vraiment très important. Eux, ce sont les héritiers des comités d'entreprise de l'époque. C'est-à-dire que souvent, les responsables qui, à l'époque, avaient un CE et qui s'occupaient d'organisation des voyages lorsqu'ils étaient élus de leur syndicat et qui représentaient les intérêts de tel ou tel comité d'entreprise, une fois qu'ils ont eu la piqûre du voyage, ils deviennent présidents d'associations, ils créent des amicales, des associations, et ils continuent d'organiser des voyages de groupe parce que ils ont le virus, quoi, comme nous tous ici autour de la table. On a des boîtes à gérer, mais on a surtout le virus du voyage, l'amour du voyage, et puis l'amour de la production du voyage. C'est-à-dire du suivi, du rythme, du choix du resto, du choix de l'hôtel, du choix du site à visiter, etc. etc. Ça, c'est véritablement ce que j'appelais tout à l'heure mettre les mains dans le cambouis. On a les mains dans le produit, quoi. Voilà, le vrai boulot. Le vrai boulot. Et là où je voudrais, moi, rebondir sur l'ensemble, c'est qu'à la base, oui, on répond tous à des appels d'offres qui sont des produits standards, mais que commercialement, on essaye tous de faire du produit à la carte, de l'améliorer, de le présenter différemment, d'amener la petite touche qui fera la différence auprès de nos confrères. Et pas de répondre bêtement en disant, voilà, on envoie. C'est cette image qu'avait le groupiste, on envoie du prix. Maintenant, autour de cette table, et chez tous les groupistes, on est des vrais professionnels avec une connaissance terrain qui est peut-être beaucoup plus élevée que la moyenne de notre profession. Parce qu'on est tout le temps dans nos produits. On est tout le temps dans le nez, à l'affût de l'aérien, à l'affût du meilleur hôtel, d'une ouverture de ligne.
Et ça fait notre force. On a tous pris ici des risques pour de nouvelles destinations. Bruno, la Laponie. Finlandaise. Oui. Mais moi, ça fait 15 ans que je pratique Bruno. C'était son bébé. Maintenant, il y a beaucoup d'autres acteurs. Mais ils n'ont toujours pas l'expertise que va amener Bruno. C'est ces choses-là qui sont importantes. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au car. Mais bon, là, je vais aller un peu plus loin dans le temps. J'ai analysé un petit peu, mais quand on regarde la démarche en fait de l'autocar et pourquoi le voyage en groupe, etc. Ok, il y a les comités d'entreprise, mais il y a aussi les entreprises qui faisaient des ramassages. Et puis aussi les écoles qui avaient des ramassages. Et il y a toute une démarche, une culture en France du ramassage scolaire, du ramassage d'entreprise et du voyage en car en général, qui a finalement dynamisé et démocratisé un petit peu la démarche du voyage en groupe en France. Et ensuite, c'est parti dans les entreprises. Ensuite sont arrivés, entre guillemets, les congés payés. Enfin, pas entre guillemets, mais vraiment les congés payés qui ont permis ça. Et c'est ça qui fait la différence. Après, au niveau de ce que vous dites, c'est bien aussi sur les grosses entreprises, les grosses industries, etc. Mais moi, je partirais un petit peu en province. La majorité des clients sont quand même en province. Et je parle plus au niveau des associations. Et quand je vois les associations qui aujourd'hui cherchent vraiment à partir dans leur coin, de leur département, de leur région, etc., à avoir un contact privilégié avec leur commercial, etc. Et je trouve que c'est important de privilégier aujourd'hui aussi les départs de chez eux. Et ça, c'est une démarche à laquelle j'aimerais qu'on en parle un petit peu, les départs de province, les départs de tout ça en groupe. Et c'est ce qui rend forte et ce qui va aussi retirer un petit peu l'afflux qu'il y a sur Paris. Aujourd'hui, Charles de Gaulle est surchargé, Orly c'est surchargé, et il y a de plus en plus d'aéroports qui commencent à se développer grâce à ça. Donc ça, c'est important. Et je reviens un petit peu sur ce que Titi tout à l'heure par rapport aux tarifs et à l'analyse, etc. Encore récemment, j'étais en concurrence contre d'autres confrères, contre vous, contre d'autres, etc. Et quand le client me pèle et puis me dit « Mais Nicolas, t'as vu, t'es plus cher que les autres ». Ça vous arrive aussi, comme chaque fois, t'es plus cher que les autres, il faut que tu baisses. Aujourd'hui, c'est pas obligatoirement l'argument, c'est pas obligatoirement de baisser, c'est de pouvoir analyser, c'est de pouvoir expliquer et analyser aussi aux professionnels, lui donner des arguments pour les expliquer à son client. Et j'ai un exemple concret de ce matin où finalement on était 200 € plus cher que tout le monde et finalement on a remporté le dossier parce qu'on a pu apporter des arguments. L'expertise, notre expertise, nos expertises permettent en fait aujourd'hui à nos clients de partir dans de bonnes conditions et avec un bon rapport qualité-prix, évidemment. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait effectivement les gens qui achetaient du groupe n'avaient pas du tout de notion de comparaison, si ce n'était que le prix. Aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui voyagent plus, des gens qui commencent à apprécier telle compagnie ou telle compagnie, le vol direct ou le vol via, le 4 étoiles ou le 5 étoiles, la taille du groupe. Donc aujourd'hui, on arrive plus facilement à expliquer aussi. Après, moi, je voudrais revenir sur un point aussi, sur l'activité groupe. Moi, j'ai fait une sorte d'audit en externe pour savoir les gens qui voyageaient, est-ce qu'ils voyageaient en groupe ou à la carte ou entre amis. La notion de groupe n'est pas réelle pour les gens qui voyagent en groupe. C'est-à-dire que les gens, une bonne partie, quand c'est du groupe, ils pensent que c'est 50, 100, parce que c'est la taille d'un groupe, c'est la taille d'un bus. Or, c'est faux, et ça commence à devenir un peu plus ouvert à la discussion. C'est-à-dire que nous, les groupistes, un groupe, c'est à partir de 10 personnes. À partir de 10 personnes, nous commençons à avoir... Voilà. De familles de copains. Et c'est pas nous qui déterminons, c'est souvent les compagnies. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la taille d'un groupe, le groupe commence à 10. Et après, ce qui va faire la différence entre une base 20 et une base 10 et une base 30, c'est, on va dire, le prix qui est dégressif, parce qu'effectivement, sur du circuit, un bus divisé par 30, les coûts fixes sont divisés, et donc, de ce fait, on se retrouve dans une philosophie différente. Mais moi, je constate, c'est vrai que les comités d'entreprise ont été pendant très longtemps, on va dire, un apport financier, parce qu'effectivement, il y avait une subvention qui permettait de rendre un voyage plaisir, enfin, le côté plaisir, ouvert à tout le monde. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de familles qui voyagent en groupe, qui veulent, eux, constituer leur groupe, leur petit groupe ou leur voyage famille. Alors c'est bizarre parce que c'est un voyage famille et c'est en 20-30. Et par contre, dès qu'on passe dans une collectivité, association, c'est un groupe. Alors c'est bizarre parce que c'est exactement, on y vient un peu sur le GIR. C'est pareil, le GIR c'est du groupe, c'est pas du groupe. Le voyage famille c'est du groupe, c'est pas du groupe. Donc c'est cette complexité qu'il faut rendre un peu plus fluide en information. Et
Et je crois que la plupart d'entre vous appartiennent au cercle économique des agences groupistes, le CEAG. Hein. Et donc, est-ce que vous avez mené des études sur justement qui sont vos clients, qui sont les nouveaux clients qui se constituent en mini-groupes, grands groupes? Est-ce que c'est... D'abord, elle sert à quoi il sert à quoi ce cercle? Le cercle économique des agences groupistes qui a été créé par Sylvain Alamand, puis un groupe de groupistes, et après, petit à petit, qui a permis à d'autres... Un groupe de groupistes, ouais. Vous allez où en vacances? Mais en fait, on voyage pas ensemble. On a des... Mais en fait, l'avantage qu'on a de ça, c'est qu'au moins notre... Enfin, on est représenté. Et c'est ça qui est aujourd'hui important. On était auprès des institutions. En fait, quand il y a eu récemment l'histoire de la taxation des chèques vacances dans les comités d'entreprise, enfin, la loi tout simplement. L'hypothèse de la taxation par l'URSSAF des subventions des CE. Voilà, etc. Enfin bref, toutes ces démarches-là, grâce à la PST, grâce aux EDV, on a réussi finalement, et donc au CEAG, à faire vraiment un impact fort auprès de nos députés, auprès de nos sénateurs, pour pouvoir faire en sorte que cette loi ne passe pas. Et ça a fonctionné. On a Valérie Bonnet qui a fait un super boulot avec Jean-Pierre Masse. Et ils ont réussi à vraiment faire plier un petit peu, mais grâce à nous tous. Et c'est l'impact financier, la représentativité de notre profession, grâce au CEAG entre autres, mais aux autres organismes, a permis finalement d'appuyer dans notre sens sur cette volonté de ne pas être taxé. Donc c'est ça l'objectif principal d'un groupement. Ouais. C'est pas de se faire des dîners ou des déjeuners. Non, mais je veux dire, vous ne faites pas d'études sur vos clients. Ça viendra. En vrai, il y a le CETO pour les tours opérateurs, il y a le SNAV, on va dire les entreprises du voyage, pour le DV pour les agences de voyage, et la représentation, et on l'a vu très clairement quand il y a eu le volcan. Parce que c'est là la grosse galère qui est apparue, c'est qu'effectivement les groupistes n'étaient pas représentés. Alors quand vous avez 2 personnes qui sont à l'étranger et qu'on doit les répatrier, c'est pas très grave. Mais quand vous avez 40 personnes sur une destination, mais que malheureusement vous avez 10 destinations par jour, bah, ça multiplie le nombre. D'accord ? Et donc il n'y avait pas Merci. Et donc il n'y avait pas de réelle représentation de ça. Donc on a décidé, des gens qui étaient là et qui se côtoient au quotidien, de se dire c'est pas mal d'avoir déjà une première représentation. Puis la deuxième chose, c'était surtout aussi de se dire, mais on fait le même boulot, on va pas parler, on va pas toucher en interne à ce qui nous fait notre business. On va essayer de voir quelles sont les problématiques qu'on a ensemble et on va essayer de les régler. D'accord. Donc les communications auprès des compagnies aériennes par exemple Air France nous a mis le samedi et le dimanche en camp de grève un numéro de téléphone pour pouvoir être accessible. On a eu aussi par rapport à l'assurance, la responsabilité civile à la RC, la possibilité de se regrouper et d'augmenter ces assurances-là pour servir mieux nos clients. On a créé aussi une charte de qualité qui permettait de savoir que quand on rentrait, on remettait nos bilans, on était en règle par rapport à l'URSSAF et ces choses-là. Donc ce qui permet de pouvoir aussi assainir aussi nos professions par la complexité et les problématiques qu'on a tous les jours. Voilà. C'était ça un peu le CEAG, la création. Maintenant... Le CEAG, il était nécessaire parce que le groupiste se sent seul. Et rarement représenté. Voilà. Dès le vendredi 16h, quand le week-end approche, le groupiste se sent seul et il a besoin de se sentir représenté. On a souvent été effectivement le monde parallèle du tourisme. Parce que le tourisme, c'est quoi ? C'était un rapport dans le temps, avant la dématérialisation Internet, etc. On avait les producteurs, on avait les distributeurs et puis il y avait le client. Bien. Mais tout ça baignait dans un univers professionnel qui était un peu hermétique au groupiste qui, lui, traçait sa voie tout seul entre les compagnies aériennes, les réceptifs et les clients élus souvent d'une obédience syndicale. Donc il y avait 2 mondes parallèles dans le tourisme. Et les groupistes en ont pâti, pendant quelques années. Il n'y avait pas de reconnaissance du métier par la profession, entre guillemets, ni par le SNAV, par les instances. Il n'y avait pas de reconnaissance du métier de groupiste. Le groupiste n'est pas un tour opérateur comme un autre. N'était pas un tour opérateur puisqu'il n'était pas en B2B. Il n'était pas B2B.
Donc il n'entrait pas dans le cadre de la profession. Il était sur une trace parallèle, on va dire. Donc aujourd'hui, je crois que les groupistes ont fait ce qu'il faut pour être reconnus par la profession comme étant partie intégrante de la profession. Et c'est important. On ne peut pas passer sa vie, ou alors il faut l'assumer, mais on ne peut pas passer sa vie à exercer une profession sans être reconnu par les instances de la profession. C'était exactement ce qu'étaient les groupistes pendant les 25 premières années, moi, de mon exercice en tout cas. Depuis 4-5 ans, ça évolue, parce que les groupistes font à la fois du B2C maintenant et du B2B, ce qui est le cas, par exemple, de Partir Visiteur. Mais pendant 25 ans, c'est vrai, D'accord. ça a été the long and winding road. C'est vrai, quand tu dis ça, on a souvent, et c'est dommage, cherché à cacher le fait, enfin c'est plus récent que de faire du direct et de l'indirect, mais finalement, on s'appuie sur nos démarches directes avec nos démarches indirectes pour pouvoir évoluer aussi. On ne peut pas... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché du groupe, sur le marché du B2C. On a nos clients qui sont nos propres concurrents. On a les clients de nos clients qui sont nos propres concurrents. On a nos fournisseurs qui sont nos concurrents. On a les réceptifs, les compagnies. Tout le monde est concurrent, tout le monde. Alors, et nous, on nous considérait, on nous disait, oui, mais vous travaillez en direct, c'est pas bien. Bah, à un moment donné, mais tout le monde travaille en direct. Donc, il faut juste être intelligent dans la façon de le faire. Et à un moment donné, c'est que quand on est en concurrence contre une agence de voyage et qui est une agence partenaire avec laquelle on travaille, évidemment, on ne va pas les démarcher son business. On va pas casser le business qu'on développe ensemble. Il faut être juste intelligent. Quand on parle de référencement dans des tours opérateurs, dans des réseaux, etc., il faut être intelligent et respecter les règles que nous impose le réseau de façon à ce qu'on puisse avancer tous ensemble et intelligemment. Mais tout simplement, la base, faut jamais l'oublier, ça reste quand même le client final aussi, et la réussite de son voyage à lui. Maintenant, évidemment, on n'empêchera personne, on n'empêchera pas la personne qui est au fin fond de la France, peu importe, même en région parisienne, ou à Paris, d'aller chercher au plus près, du plus près, du plus près. C'est humain, les gens vont vouloir chercher ça. Et puis il y a ceux qui, au contraire, vont vouloir s'appuyer sur les compétences d'un professionnel. Mais si ce professionnel-là réussit à obtenir ces compétences-là, c'est parce qu'il a réussi à expérimenter aussi d'autres choses, peut-être en direct, peut-être en B2B, peut-être en B2C, mais il a réussi à expérimenter son business et qui lui a permis de se développer. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, c'est l'évolution de notre marché. Et si notre marché évolue bien, si les groupistes sont de plus en plus sains, c'est aussi grâce à ça, grâce à cette démarche aussi de multicanaux de distribution. Il faut reconnaître aussi une autre chose qui est importante. Si on travaille avec du B2B et que les agences travaillent avec nous sur des groupes, c'est parce qu'on leur apporte quelque chose. C'est pas ça. Qu'est-ce que vous leur apportez ? Ben voilà, c'est une connaissance terrain, la première chose. C'est bien évidemment aussi un excellent rapport qualité-prix, puisqu'il y a bien sûr une marge derrière. Et puis il ne faut pas oublier que vous faites les négociations sur... Alors certains d'entre nous, on a des bureaux à l'étranger, qui permet de pouvoir amélioré la connaissance et la tarification. Mais il y a une autre chose aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a des axes forts. Donc on a des axes où on peut négocier avec des compagnies aériennes. Donc quand on offre une prestation qui est clé en main aux agences de voyage ou au réseau, ça leur offre d'abord la satisfaction d'avoir un produit qui est réglé comme du papier à musique, avec une prestation de qualité, et puis c'est surtout avec une responsabilité qui repose sur nous. Et ça, c'est fait quand même énormément, parce que si vous avez un prix, si vous avez la qualité, puis si vous avez la responsabilité, je comprends qu'il y a des agences de voyage qui veulent travailler avec nous. Mais le client final, un CE ou d'autres, d'une association, elles cherchent exactement la même chose. La qualité, la responsabilité et le bon tarif. Donc au final, le client, que ce soit B2B ou B2C, c'est exactement la même. Il se repose pour nous parce qu'on est tout simplement des spécialistes du groupe. C'est-à-dire qu'on connaît nos destinations, notre spécialité. Il y en a, c'est du à la carte, il y en a, c'est du sur des thématiques différentes. Nous, notre spécialité, c'est le groupe. Et on connaît très très bien parce qu'on a des négos avec l'aérien, on a des négos avec des réceptifs ou carrément en direct. Et c'est ça qui va faire la différence. Alors,